Philippe. Ah oui, bonjour Jean. Bonjour. Bonjour, Je te présente mon groupe de marche. Allez, bienvenue à Saint-Roch alors. Vous connaissez tout le monde connaît Saint-Roch je suppose. Oui, vous êtes tous de la région, mais on n'y va pas toujours à Saint-Roch. C'est une merveilleuse propriété dont on est tombé amoureux avec ma femme il y a déjà 25 ans maintenant. En 92 nous sommes arrivés ici. Vous voyez, ça fait un sacré bail. Et c'est vrai que l'histoire de Saint-Roch, je vais vous raconter brièvement, parce qu'on n'est que les 5e propriétaires, mais chaque propriétaire a impacté le domaine de sa manière, soit de travailler ou d'y vivre. Et donc, nous, c'est essentiellement un magnifique biotope nature qu'on a essayé de développer, mais je vais commencer par le premier propriétaire. Et pour ça, on va faire le tour des bâtiments, si vous voulez. Chimay, très riche en fer, facile d'accès, et donc, depuis très longtemps, depuis quasi 1000 ans, on exploite le fer dans la région, mais particulièrement au XVIIIe siècle. 1739, ici, la date de création du domaine. Et ceux qui ont un peu l'histoire, si vous connaissez les vieilles cartes, les cartes anciennes, il y a ce qu'on appelle une carte Ferrari à la fin du XVIIIe siècle, qui est assez connue, qui est une carte géographique qui a été constituée à l'initiative du prince de Croÿ, qui était le gros propriétaire au XVIIIe siècle dans tout le sud de la Belgique, qui n'existait pas encore à ce moment-là. Il avait mandaté M. Ferrari pour dessiner toutes ses propriétés. Et heureusement, Couvain, Chimay étaient dans ses propriétés. Et alors, on retrouve donc, cette carte date des années 1860, j'en ai une copie à la maison, et on retrouve, sur Couvain, on retrouve le domaine Saint-Roch exactement comme c'est aujourd'hui, avec l'eau noire, avec un pont. On va retrouver aussi la carrière Jacques en face, elle est déjà sur la carte en 1740. On va retrouver le moulin des bois aussi, que vous connaissez, sur Pétigny. Il y a quelques beaux monuments de la région. On va retrouver aussi à la face du cimetière actuel l'église de mémoire qui s'appelle l'église de l'Ermitage, je crois. Enfin, il y avait une église là-bas au cimetière actuel de Couvain. Tout ça est sur cette carte. Venez, on va continuer un peu les différents bâtiments. Parce que tous les bâtiments ne datent pas du premier propriétaire. Donc le premier propriétaire, donc le grand bâtiment là-bas, il est encore marqué sur la façade 1739. La maison de gauche, c'est là où j'habite. Ça a toujours été la maison des propriétaires. Les 5 propriétaires ont habité là. Et à droite, c'était les bureaux de l'usine. Dans la première vie de l'usine. Donc le premier, celui qui a installé l'usine, il avait non seulement de nombreuses forges, mais les maîtres de forge à ce moment-là étaient également de très très gros propriétaires, puisque pour avoir le minerai, il fallait aussi maîtriser le cours d'eau et maîtriser la matière première, le bois pour fondre le fer. On fondait ça avec le charbon de bois. Et donc ce monsieur Annonay avait plusieurs dizaines de milliers d'hectares des deux côtés de la frontière, entre Charleville et même plus loin. C'est hallucinant les terres qu'il avait, mais il tenait en main comme ça ses propres forêts pour faire le charbon de bois. Et on dit, quand on lit un peu les revues historiques, que les forges comme ceci, c'était le premier employeur de la région, donc avant l'agriculture. Tout le monde travaillait. Ici sur Saint-Roch, il y avait déjà 200 personnes qui travaillaient. Et le même propriétaire avait donc Pernelle, ils avaient ici sur Couvain 3 forges, mais ils étaient sur Chimay également. C'était vraiment, comme on dit, même dans le monde de l'exploitation du fer, une révolution technologique. C'est quoi une révolution technologique? C'est quand vous maîtrisez quelque chose et que quelqu'un arrive avec autre chose et qui va tout bouleverser. Je vais comprendre tout de suite, le GSM, il y a 20 ou 30 ans, vous ne savez pas, et encore aujourd'hui, on a un peu perdu. Mais aujourd'hui, sans le GSM, voilà, et les ordinateurs, c'est pareil. L'ordinateur, c'est un nouveau langage qui a été créé à peine il y a 40 ans, et c'est un nouveau langage. Et sans ce langage-là, on ne sait plus faire grand-chose, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus vivre avec une plume dans le derrière sur une île déserte. Donc ça, c'est une vraie révolution technologique. Et qu'est-ce qui se passe en 1830 il y a beaucoup de choses qui se passent. On va construire les premières lignes de chemin 1970, quoi. Et là, on distribue les cartes et il faut faire autre chose. Ça, c'est la vie. Mais qu'est-ce qui se passe à Saint-Roch? À Saint-Roch, donc 1840, mais tout le monde faillite. C'est la Société Générale, toute fraîchement créée, qui est propriétaire du bien ici.
Et il y a des Français qui débarquent ici à Pétigny, des Français de la région d'Épernay, la famille Villermont. Ils arrivent en couple avec leurs 7 enfants et leurs valises. En fait, il y a plus d'or dans les valises que dans l'école, quoi. Hein. Et ils s'installent au château Pose, comme on dit, hein, comme les hommes. Quand un cheval allait travailler, il fallait mettre en prairie, et puis on changeait. Il y a quand même 150 chevaux. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait des terres pour pouvoir les mettre en pratique et leur donner le courage. Alors ici, donc, ça c'est quand même intéressant d'abord de regarder. Donc quand je coupe un arbre, je suis toujours demandé l'autorisation. La moindre travaux, c'est 2 à 3 ans de permis. C'est lourd, mais enfin, voilà, c'est comme ça. Il faut savoir quand on a fait des bâtiments passés, de façon donc ici c'est une trémie donc, qui permettait de monter des wagonnets de fer, de minerai de fer là au-dessus. Et donc on les basculait grossièrement dans les bas fourneaux et on fondait ça avec le charbon de bois et on en faisait des gueuses. Mais la particularité de Saint-Roch, c'est que non seulement on faisait des gueuses de fonte, mais on avait aussi une tréfilerie de côté de l'eau. On faisait des produits finis. Donc peu de sites d'extraction. Et ça pour être équipé pour servir la forge. Par contre, le maître de forge ne coupait pas ses arbres. Par exemple, le marronnier qui est ici, j'ai une photo de lui en 1910. L'if que vous voyez là-bas pousse naturellement. Le génévrier pousse naturellement aussi. Ce qui n'est pas le cas en Ardennes. Une grosse différence ici, c'est qu'il n'y a pas de sanglier non plus. Sur la petite bande de Calestienne, généralement, il n'y a pas de sanglier. Et donc j'étais vraiment étonné. Alors qu'on les voit, il y en a crevé de l'autre côté. Grâce à ça, ça permettait d'avoir en amont toujours une réserve d'énergie, donc on a bien pour l'usine. Et il y avait un deuxième étang qui était là-bas. Parce que quand il n'y avait pas assez d'eau ou en période d'étiage, eh bien la nuit, donc on remplissait là-bas cette partie-là. Soit ça servait de réserve pour faire tourner les moulins, et on faisait en métallurgie des moulins, comme on appelle, des macas. Donc ce sont des gros marteaux, donc c'est une came, hein. Donc on a une roue qui klaxonne une came et on a chaque fois un énorme maillet qui tombe pour étamer le fer à froid. Donc ça s'appelle des macas, il y en avait 3 ici, mais quand je dis énorme, si vous savez ça sur votre tête, on ne le voit plus après. Hein. Le bruit, oui, exactement. De donner 430 litres d'eau à la seconde. Voilà, ce sont des scientifiques allemands qui ont inventé cette affaire-là. C'était passionnant à voir ce qu'ils ont fait et ça fonctionne très très bien. Et une fois que la truite a déjà monté les 5 premiers escaliers, là vous voyez, dans le premier grand virage, on lui a fait une aire de repos. Et là on a été chercher. Et quand ça m'intéresse, je l'applique. Comme on dit, c'est un beau terrain de jeu ici, mais il y a moyen de faire des expériences magnifiques. Et donc, ce qui est vraiment intéressant quand on a un domaine à taille humaine, je vais dire, et aussi diversifié, c'est de pouvoir gérer les milieux et de les mettre en connexion. Donc, c'est pour que vous compreniez, parce qu'on dit, mais c'est un Guidou, celui qui parle comment. Ce qui est vraiment intéressant pour une petite bête, une grosse bête, une bête à plumes ou à poil, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est la différence de milieu. Vous aussi, quand vous partez en vacances, vous allez bien avoir du soleil, du sable, je sais pas moi, enfin, vous allez bien avoir votre confort, mais imaginez, allez, l'Ardenne, je trouve que c'est un milieu tellement presque stérile, pas si intéressant que des milieux comme la Calestienne. En Ardennes, à part des forêts, de temps en temps une clairière, de temps en temps une petite rivière, mais c'est pas très intéressant. Je dis, vous avez du grand gibier, et le petit gibier, où est-ce qu'il va? Si vous ne faites pas une clairière, vous n'aurez pas beaucoup de petits gibiers. Quand vous avez des milieux comme ceux-ci, des milieux ouverts, un milieu ouvert, c'est une prairie par exemple, c'est un étang. Un milieu semi-ouvert, c'est une allée, c'est tous les chemins. Ici, j'ai 7 km de chemin que j'entretiens 2 fois par an. Ce sont les haies aussi. On a replanté ces dernières années 4,5 km de haies. Donc ça, ce sont des endroits
très très prisé par la petite faune, des milieux fermés comme la roselière, milieu extrêmement riche. J'ai fait cette roselière il y a 10 ans. Là-dedans, donc avant il y avait juste une île où vous voyez les arbres, et là maintenant, ce milieu qui est géré. Le problème des milieux qu'on gère, c'est qu'il faut les gérer tout le temps. Ça c'est un peu le problème, c'est comme une pelouse, si vous la tondez, si vous la tondez pas, les arbres repoussent. Et bien la roselière, chaque année, fin janvier, février, on fait comme à Virel, on coupe tout et on enlève tout. Sinon on n'a pas les pieds dans l'eau, parce que c'est ça la richesse d'une roselière. La roselière, vous allez avoir les poissons qui viennent frayer au rez-de-chaussée, puis vous allez avoir les canards qui vont venir, vous allez avoir des libellules, vous allez avoir les couleuvres, le muscardin. Il y a plein de belles bestioles qui viennent et qui ont besoin de ça. Enfin, qui ont besoin de ça. Si on ne le fait pas, en tout cas, elles iront ailleurs. Et ici, c'est un beau milieu où, je veux dire, tout le monde a l'air d'être content, d'après ce que j'observe. Il y a une grande île dans le fond. Il y a 10 ans, on en a refait une île. Avant, elle était rattachée à la terre, parce que les gens n'en étaient jamais occupés. Donc, vous allez dire comment ça se fait qu'une île peut être rattachée. Tout simplement, les arbres tombent, ils vont marcoter, c'est des arbres d'eau, ils vont marcoter. Et puis en quelques années, la terre se rejoint. Donc avec des volontaires, on a enlevé tous ces arbres. La même année, on a remis l'île en eau. Et la même année, les oiseaux ont tout de suite compris, ils sont revenus nicher, parce que les prédateurs étaient partis. Et maintenant, c'est la plus grande héronnière de la région. Et on a 104 hérons qui y habitent à l'année. Maintenant, la plupart sont partis en vacances en Espagne, mais pendant l'année, comment est-ce qu'on les compte? Comment ils comptent 104? On envoie un petit avion, enfin un drone. Et alors, au mois de mars, quand ils sont tous au nid, qu'il n'y a pas de feuilles, on compte tous les œufs. Donc tous les arbres sont numérotés et 3-4 fois par an, on vient noter l'évolution des populations. Et cette année, ils sont 104. Donc, alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir des hérons? C'est pas du tout c'est pas un gros prédateur, ils ont largement de quoi manger, c'est un bon équilibre. Ce n'est pas du tout comme les cormorans. Les cormorans, dès qu'il y en a un ici, tout de suite ils sont mis par terre. Et il n'y en a pas de cormorans, très peu. Parfois, ceux de Rolly arrivent pour un peu tenter le terrain, mais ils sont vite mis dehors. Et honnêtement, je vois les populations de poissons, elles sont suivies par la cellule pêche du DNF. Ça, vraiment, il y a du blanc, il y a de tout. Il y a de tout. Et ils viennent soit à la pêche ici, ou ils vont plus loin. Mais avec cette gestion-là, on a aussi depuis 2 ans l'aigle pêcheur qui vient. Et l'aigle pêcheur, il est autre part, mais on l'a depuis 2 ans ici. Donc c'est le balbuzard. Ça, c'est extraordinaire à voir. Donc il y en a un à Couvain, il est ici. On a aussi une cigogne noire depuis cette année. Samedi, il y en avait une sur chaque poteau. Des cigognes blanches. Oui, mais il y en avait une sur chaque poteau. Les cigognes noires, c'est très rare. C'est protégé, c'est très rare. Mais de fait, la migration a commencé samedi, je les ai filmés, je les ai renseignés. On en a eu 24 dans la prairie derrière. Là. Ça, c'est magnifique. Hein. Et alors, mais ça, c'était la cigogne blanche, mais c'est toujours un spectacle tellement beau. Et alors, depuis cette année aussi, et ça, c'est une exclusivité que je vous donne, on a une famille de castors. On a eu un couple qui est arrivé il y a presque 1 an, et ils ont 3 petits cette année. Et pour moi, c'est vraiment un allié très intéressant dans ce milieu-là, parce qu'il me nettoie très bien les berges, il ne me fait aucun dégât, comme c'est pas une rivière sauvage là en amont, il habite là-bas sur une des îles, et donc dès qu'un arbre tombe, si ça tombe, je vais le chercher, je dis merci castor, et ça se passe très bien. Et d'où sont-ils arrivés? Alors voilà, ça c'est la très bonne question, parce qu'il n'y a aucun castor à Couvain. Le castor est arrêté à Mariembourg, donc sur la Brouffe, mais comment est-il arrivé? Il y a tellement de barrières, c'est un... voilà, ça c'est... Il y a 3 ans, j'en ai déjà vu en amont sur l'eau blanche. Sur l'eau blanche, j'ai entendu ça aussi. Mais sur Couvain même, sur l'eau noire à Couvain, l'eau près j'ai déjà entendu aussi. Mais sur Couvain, il n'y en a pas. Et tous les spécialistes sont venus faire leurs repères, etc. Et voilà, ils sont là, on va voir s'ils vont rester, s'ils vont continuer à remonter, j'ai aucune idée. En tout cas, on les suit. Devant le terrier, j'ai mis une caméra. Et donc, toutes les semaines, je vais chercher les images. C'est magnifique à voir. Voilà, donc c'était pour vous dire, mon job aujourd'hui au niveau nature, j'essaye surtout de préserver la connexion entre les différents milieux. Donc toutes les allées sont taillées au moins 1 fois par an, les branches basses sont taillées,
parce que dès que vous faites ça, les rapaces alors prennent leur envol dans les allées, sinon ils n'ont pas de place, ils doivent s'exposer. Donc les rapaces, on a mis les carrières de fer donc de l'usine, on les a remis en lumière. La même année, les rapaces sont venus nicher. En plus, il y avait de l'eau dans le fond, donc en dehors de manger des petites souris, ben, ils pouvaient enfin manger des salamandres avec un peu de mayonnaise. Ça change. Au niveau verger, alors, au niveau verger, toute la région ici est réputée pour ses vergers. Ouais. Jusqu'à à peu près à la dernière guerre, la plupart des fermiers étaient en contrat avec Materne. On fait des compotes. C'était même, dans cette région très pauvre d'agriculture, c'était même un revenu fort intéressant. Chaque arbre donnait jusqu'à 400 kg de pommes, particulièrement la belle fleur, des très grosses pommes. Et vous savez, dans les années 70, on donnait 100 francs pour couper les arbres à cause des pommes polonaises qui arrivaient de trop de notre côté. Donc on donnait 100 francs ou 200 francs pour couper. Maintenant, on donne 50 € pour les replanter, ceux-là. Et de temps en temps, dans des propriétés privées, comme ici, on a pu garder les vieux arbres centenaires. Donc ce sont tous des arbres plus que centenaires même. Et qui donc, en dehors du fait de toujours donner beaucoup de pommes, sont très riches au niveau biodiversité, puisqu'on a la chouette qui habite dans les arbres, la petite chouette chevêche, mais on a aussi 10 espèces de chauves-souris. Donc c'est un terrain de chasse magnifique, puisque c'est pâturé par les moutons, hein, vous avez vu. Donc les fientes des moutons, enfin les crottes des moutons attirent les petites bestioles qui elles-mêmes vont nourrir. Donc sans arrêt les chauves-souris chassent et les chauves-souris dorment. On a des cavernes dans les bois, elles dorment dans les bois en hiver. Et en été, tenez-vous bien, les chauves-souris dorment au-dessus de la grande salle des fêtes. On a 2 colonies là-bas. Et maintenant au-dessus de la maison chez moi, on a le grand rhinolophe, espèce protégée, et le grand murin, espèce protégée aussi. Donc quand je vois tout ça, je me dis qu'ils s'y retrouvent et que toutes ces petites bestioles qui font partie de la pyramide se sentent bien. Et donc je suis content du boulot qu'on fait ici, c'est que ça fonctionne. Et ils restent ici, quoi. Voilà. Merci Philippe. Vous avez compris. Donc on commence d'abord par la porte, on va ouvrir la porte. Avec une petite rampe douce qui s'en va directement dans la roselière, avec à gauche le garage pour la brouette, parce qu'il nous faut une brouette quand on veut apporter le matériel, et on s'en va dans cette roselière un petit peu magique avec les roseaux, les phragmites qui nous lèchent le corps partout. On doit se frayer un chemin, mais c'est très très agréable avec des bruits d'oiseaux ou de grenouilles à gauche et à droite. Dans le premier virage, un premier petit ponton qui donne sur la rivière, soit pour naviguer, soit pour pêcher. Mais nous, on continue, on va vers le premier îlot, et hop, un oiseau qui détale devant nous. Évidemment, on arrive un peu comme des intrus, hein. Personne ne nous attend ici, c'est ce qui fait un peu la magie des lieux. On va arriver au premier îlot avec évidemment de l'eau partout. Là-bas, des rennes des prés, des iris en fruits. Ici, un début de conception de saules têtards. On continue pour